Bonjour à toutes et tous merci pour votre participation. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur le thème des atteintes auditives et de leur reconnaissance en maladie professionnelle. Je suis Vincent Bruni, donc chargé de communication pour l'assurance maladie risque professionnel. Nous sommes ensemble pour 1 heure. J'espère que vous êtes chaudement installés eu égard à la météo du jour. L'objectif premier aujourd'hui, c'est de vous donner en fait toutes les clés pour améliorer la détection de l'origine professionnelle de la maladie et sa prise en charge. Alors pour cela, nous avons 2 intervenants experts du sujet que je vais vous présenter. Donc en premier lieu, le docteur Luc Goupil, médecin conseil à la CNAM. Bonjour Luc. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vincent. Et Thierry Balanec, responsable adjoint du département prévention à la CNAM. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. On salue aussi Mélanie qui assurera la modération sur le chat, qui répondra à vos questions. Et donc, on va pouvoir démarrer. Donc, avant de commencer, je vous partage 2 petites informations pratiques. Donc, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet dédié, donc dans l'onglet de conversation. Nous vous y répondrons donc par écrit. On dédiera un temps à l'oral pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Et vous dire aussi que vous recevrez, que vous pourrez retrouver le replay, plus précisément de cet événement, sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie dans quelques jours à disposition. Le sommaire du jour, hein, donc 3 grandes parties aujourd'hui. On abordera tout d'abord quelques données générales sur la maladie pour situer le contexte. Ensuite, c'est le cœur du sujet, hein, on abordera la procédure et les conditions de reconnaissance des atteintes auditives en maladie professionnelle. Et donc, pour faire du lien entre nos missions, on aura une 3e partie où on vous présentera quelques éléments quelques éléments clés de prévention du risque et les ressources de notre réseau en la matière. Donc voilà le sommaire du jour. Alors il est important de préciser qu'on reste bien sur le champ du process administratif, hein, en fait, aujourd'hui, et qu'on n'est pas sur un contenu scientifique sur la surdité, puisqu'en fait, en l'occurrence, c'est notre expertise. Alors, pour situer le cadre, hein, toujours la petite présentation de notre institution. Bon, je pense que pour la plupart, vous nous connaissez plutôt bien, notamment les personnes qui travaillent en service de prévention et de santé au travail. Donc, l'assurance maladie risque professionnel, c'est la branche de la sécurité sociale qui s'occupe de la santé-sécurité au travail. Elle a 3 grandes missions qui sont complémentaires. La première, c'est d'indemniser et d'accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc, c'est la mission qui nous concerne directement aujourd'hui. Une seconde mission de tarification, donc de fixer les taux de cotisation AT-MP des entreprises, avec des modes de cotisation différents selon la taille de l'entreprise. Et une mission de prévention, bien sûr, donc prévenir les risques professionnels les plus prégnants dans les secteurs les plus sinistrogènes. Donc pour cette mission, en tout cas pour les 2 dernières missions dont je viens de vous parler, l'assurance maladie risque professionnel s'appuie sur un réseau de 20 caisses régionales. Vous les connaissez sûrement, hein, les CARSAT, la CRAMIF pour l'Île-de-France et les CGSS en Outre-mer. Donc des équipes prévention présentes sur le terrain et dans les instances régionales liées à la santé-sécurité au travail. Donc des professionnels de la prévention, des contrôleurs de sécurité, des ingénieurs conseils qui ont pour rôle d'accompagner les entreprises, notamment sur des programmes nationaux que vous connaissez peut-être, comme TMS Pro et Risque Chimique Pro. La branche s'appuie également sur l'organisme scientifique qui est l'INRS, avec toutes les ressources qu'elle peut apporter, et son relais à l'international, un organisme un peu moins connu, Eurogip, mais qui a un rôle important de veille européenne des pratiques en la matière.
Donc, pour contextualiser, et, sans plus attendre, hein, je vais passer la parole à Luc. Luc, est-ce que vous pouvez, voilà, pour introduire un peu le sujet, nous donner quelques éléments clés sur la maladie qui nous concerne aujourd'hui? Oui, tout à fait. Des éléments très généraux sur la surdité et l'hypoacousie en France, des données épidémiaux, et aussi un rappel vraiment sur ce que l'on appelle surdité. La surdité est calculée en décibels de perte auditive. Donc, on peut parler de surdité légère lorsque la perte auditive se situe entre 20 et 39 décibels. C'est une personne qui va faire répéter à son interlocuteur, notamment sur les sons aigus. La surdité moyenne se situe entre 40 et 69 décibels de perte auditive et on a une surdité sévère à partir de 70 décibels jusqu'à 89. Et là, on est vraiment sur une gêne quotidienne majeure. Enfin, la surdité profonde, où on n'entend plus la parole, elle se situe au-dessus de 90 décibels de perte auditive. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que plus de 10% de la population française va souffrir de perte d'acuité auditive ou de baisse de l'audition, de tout confondu. C'est-à-dire qu'un Français sur quatre, de 18 à 75 ans, aura une perte de l'acuité auditive. Et bien évidemment, ça augmente au cours de la vie. Et donc, les personnes les plus âgées sont bien évidemment plus frappées de ce handicap. Quelques éléments de repère également sur ce qui concerne les surdités acquises, la surdité qui survient au cours de la vie et qui peuvent être liées à des traumatismes acoustiques, à des maladies, des otites chroniques, malheureusement parfois aussi des tumeurs, à des accidents comme les accidents de plongée. La toxicité médicamenteuse peut être une cause effectivement de surdité acquise. Et ce qui nous intéresse plus, c'est le dernier point, c'est l'exposition régulière et prolongée à des niveaux sonores élevés tout au long de la vie quotidienne ou la vie professionnelle. La surdité de perception, celle qui concerne l'oreille interne, avec des lésions, j'allais dire, un déficit neurosensoriel, est supérieure en nombre à la surdité qu'on appelle de transmission, qui concerne plutôt l'oreille, externe ou l'oreille moyenne. Alors, ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui, c'est la reconnaissance en maladie professionnelle des surdités. Et là, vous voyez sur ces dernières années le nombre de reconnaissances en maladie professionnelle qui va en diminuant progressivement. Et on a une volumétrie qui n'est pas très, très importante. Ce qui nous semblait aussi intéressant de vous présenter, c'est les secteurs les plus concernés par cette maladie professionnelle, avec en premier lieu tout ce qui est construction, la métallurgie ou fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements. Et on a également dans le secteur commerce et plus précisément la réparation automobile et motocycle, des cas de surdité. Donc là, vous voyez effectivement les différentes catégories professionnelles qui ont donné lieu à des reconnaissances en maladie professionnelle. Et sur la diapositive suivante, on a à peu près la même chose, mais plus ciblée sur les professions. Et en premier lieu, on a la profession de maçon, qui est quand même concernée par cette pathologie, les soudeurs, oxycoupeurs, tauliers, chaudronniers. Et puis ensuite, vous voyez effectivement sur ce diagramme tout un tas de pathologies, de professions qui ont donné lieu à cette reconnaissance dans le cadre des maladies professionnelles. Alors,
Quand on parle de premier règlement, en fait, c'est dans notre jargon assurance maladie, c'est l'année de reconnaissance, hein. Donc là, vous voyez euh, les situations de reconnaissance en 2022 par tranche d'âge qui concernent, j'allais dire, le plus souvent les personnes âgées de 50 à 59 ans ou 60-64 ans. Euh, et ça a une logique puisque la surdité est acquise, j'allais dire, par traumatisme sonore régulier et prolongé pendant des années. Donc, ces assurés, ces salariés font reconnaître leur pathologie professionnelle avec déjà un certain nombre d'années de carrière et d'exposition au risque. Vous voyez sur l'encart de droite que nous sommes essentiellement sur une population masculine de personnes qui sont reconnues en maladie professionnelle, et ce qui est peut-être à corréler avec la population dans le cadre des secteurs d'activité professionnelle qu'on a vu précédemment et des professions concernées. Alors, quelles sont les conditions de reconnaissance de cette pathologie professionnelle? Il y a un tableau de maladie professionnelle, c'est le tableau 42, qui va fixer les règles de reconnaissance de cette pathologie. Donc déjà, sur l'intitulé du tableau, on nous parle d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels. Le niveau d'atteinte auditive tel qu'il est fixé par le tableau dans sa colonne de gauche nous fixe un déficit de 35 décibels sur la meilleure oreille. Et on nous parle de bruit lésionnel, mais sans le définir. Ça suppose effectivement qu'il y a une certaine intensité de bruit, mais on ne nous précise pas dans le tableau quel est le nombre de décibels qui expose l'intensité du bruit qui est exposante. Donc, on est vraiment sur une définition, j'allais dire, générale, hypoacousie de perception. Ce n'est pas une surdité de transmission par lésion cochléaire irréversible et accompagnée ou non d'acouphènes. Donc, on va voir plus en détail ce que comporte ce tableau. Hop, je passe. Effectivement, l'idée, c'est de décrypter le tableau. Alors, la surdité de perception, comme on l'a vu, concerne l'oreille interne. On parle de cochlée, où vous avez des capteurs effectivement neurosensoriels qui permettent de transmettre l'information au cerveau finalement du bruit. Cette surdité est irréversible. Les acouphènes, les bourdonnements d'oreilles sont présents ou pas. Et la plupart du temps, la personne a une surdité symétrique, bilatérale et symétrique, et les courbes sont assez caractéristiques, les fréquences aiguës, c'est-à-dire les fréquences élevées, les sons aigus. La colonne de gauche qui fixe, j'allais dire, certaines conditions, habituellement c'est la désignation médicale de la pathologie et les conditions de reconnaissance, nous disent qu'il nous faut une audiométrie, un audiogramme réalisé par audiométrie réglementaire. Nous, au niveau de l'assurance maladie, on est attaché effectivement au respect de ce qui est prescrit par le tableau. Et comment dire, on va vérifier, la caisse primaire d'assurance maladie va vérifier notamment que l'assuré n'a pas été exposé depuis 3 jours au bruit professionnel lorsqu'il va réaliser son audiogramme. Et le service médical de l'assurance maladie doit s'assurer que la cabine dans laquelle est réalisé cet audiogramme est insonorisée et que l'audiomètre est calibré. Donc ça, on s'attache à vérifier effectivement ces conditions, le respect de ces conditions. Le médecin conseil donc vérifie que les conditions d'audiométrie sont bien remplies et on va réclamer, si ce n'est pas spontanément, parce que l'ORL maintenant est habitué effectivement à nous fournir une attestation, soit pour chaque audiogramme, soit on recueille une attestation générique
pour une période donnée sur l'ensemble des audiogrammes réalisés par cette ORL. Et on doit retranscrire effectivement sur une fiche de concertation médico-administrative que cette condition technique est bien remplie. Si jamais, comment dire, on découvre effectivement que cette condition n'est pas remplie, l'assuré se voit opposer un refus administratif à la reconnaissance en maladie professionnelle. L'ORL va réaliser une audiométrie qui est à la fois tonale et vocale. C'est-à-dire qu'on va avoir un test que vous connaissez certainement si vous travaillez dans des services de prévention et santé au travail, soit des tests de compréhension des mots, donc c'est l'audiométrie vocale, soit des tests avec un casque ou un appareil posé sur le front ou derrière les oreilles pour vérifier effectivement la conduction osseuse des sons, et on émet des sons purs. On va ensuite calculer la perte moyenne de chaque oreille, et pour bénéficier de la reconnaissance en maladie professionnelle, il faut que la meilleure oreille soit au moins lésée, en déficit de 35 décibels. Le service médical de l'assurance maladie va faire une moyenne entre certaines fréquences, 500, on est sur 500, 1000, 2000 ou 4000 Hertz, et on divise par 4 pour trouver effectivement ce déficit en termes de décibels. Cette atteinte, cette baisse d'acuité auditive est calculée sur la courbe osseuse de l'audiométrie tonale. On doit avoir une audiométrie qui est concordante, c'est-à-dire que la courbe vocale et la courbe tonale, les courbes tonales et vocales doivent être superposables, c'est-à-dire qu'on doit effectivement avoir le même type de déficit constaté sur les deux courbes, sinon on sera obligé d'obtenir d'autres d'autres examens pour nous permettre de pouvoir instruire le dossier, voire même, ça peut vous intéresser si vous travaillez dans des services de prévention et santé au travail, le suivi médecine du travail des audiométries. On peut se référer effectivement à cet élément-là. Le médecin conseil va également, sur la diapo précédente, Vincent, excuse-moi, essayer de trouver la date de première constatation médicale de la pathologie. Et en fait, on va s'attacher au premier audiogramme qui va objectiver un déficit de 35 décibels en conduction osseuse sur la meilleure oreille, qu'il soit conforme ou non. On est moins sur une exigence que celle de l'instruction du dossier proprement dit. Là, on est sur la date de première constatation médicale, c'est-à-dire la date où est apparue pour nous cette surdité pour laquelle l'assuré demande sa reconnaissance. On a un délai de prise en charge qui est prévu, c'est-à-dire que la surdité objectivée par audiogramme doit survenir sur une période qui court sur moins d'un an après l'exposition professionnelle. Au-delà de cette année, c'est-à-dire que l'assuré n'est plus exposé professionnellement ou a cessé son activité professionnelle, si jamais l'audiogramme conforme est réalisé au-delà d'un an par rapport à cette cessation d'exposition professionnelle, là, on instruira le dossier en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le C2RMP, au titre de l'alinéa 6. Le tableau prescrit également, et on le voit sur cette diapo, une durée d'exposition au risque qui est au minimum d'1 an. Cette exposition, elle ne doit pas forcément être continue sur la carrière. On peut avoir été exposé sur différentes périodes. Et là aussi, si on ne retrouve pas
au dossier après enquête cette exposition au bruit sur une période d'au moins 1 an, eh bien, on orientera l'instruction du dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'alinéa 6 du code de l'article 461.1 du code de la sécurité sociale. On a une petite exception, c'est des expositions vraiment, importantes en cas effectivement d'exposition à des réacteurs, des moteurs thermiques, des propulseurs, où là, une durée de 30 jours suffit. La liste limitative des travaux, je ne vous l'ai pas retranscrite sur cette diapo parce que c'est une longue liste de travaux qui sont réputés exposants. Comme je vous le précisais, on n'a pas de seuil quantitatif d'intensité sonore qui est précisé sur ce tableau, mais vraiment une liste, j'allais dire à la Prévert, qui tient sur 2 pages, sur différents types d'expositions professionnelles, comme par exemple les rotatives de l'industrie chimique, les bouteurs, etc. En dehors de cette liste, les dossiers, là encore, doivent être transmis au C2RMP pour non-respect, effectivement, de la liste au tableau. Ce tableau a été construit comme tel. Et donc, le C2RMP va étudier le dossier et va essayer de se positionner, émettre un avis sur un lien direct entre l'exposition professionnelle et la pathologie présentée par l'assuré. Sur la diapo suivante, on voit le nombre de dossiers qui ont donné lieu chaque année depuis 2018 et jusqu'à 2023, qui ont donné lieu à cette saisine du C2RMP. Et vous voyez qu'à peu près un dossier sur 2 est retenu, donne lieu à un avis favorable, une reconnaissance en maladie professionnelle. Merci. Merci Luc pour toutes ces précisions sur le tableau 42. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation. On y répondra autant que faire se peut dans la partie dédiée en fin de webinaire. Donc pour faire du lien entre nos missions, voilà, comme je vous le disais en partie introductive, je vais passer la parole à Thierry Balanec qui va intervenir sur l'aspect prévention du risque et vous donner quelques clés et les ressources de notre réseau en la matière. À toi Thierry. Merci Vincent. Rebonjour à toutes et tous. Voilà quelques éléments que l'on souhaitait partager avec vous sur ces approches de prévention du risque que vous connaissez sans doute parfois très bien, mais c'est bien de rebalayer ensemble ce qui se fait. Sur les quelques illustrations qu'il peut y avoir ici, je prends la précaution de dire que ça correspond soit à des publications de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui fait partie intégrante de notre branche accident du travail, c'était dit au démarrage de cette session, et quelques supports aussi de la CARSAT Bretagne et notamment de son centre de mesure physique, le SIMPO Haut comme Ouest. J'y reviendrai à la fin de ces quelques minutes de topo sur l'aspect prévention. Peut-être en guise d'entrée en matière ici, pour vraiment synthétiser la problématique bruit dans les locaux de travail, quelque chose de simple ici qu'on partage ensemble. Et voilà, une machine qui est une source de bruit de façon classique et malheureusement encore toujours trop classique, une source d'émission plus ou moins importante. Comment dire, elle émet un son qui se propage dans le local d'une façon différenciée selon que le local est encombré, très encombré, ou au contraire faiblement encombré. Mode de propagation également qui dépend, on y reviendra tout à l'heure, de la nature des parois, du plafond, et plus ou moins sonorisé. J'y reviendrai après. Et puis bien sûr également dans ce mode de propagation du bruit, on s'intéresse bien sûr à l'opérateur ou aux opérateurs, là où se passe ce qu'on appelle la réception du bruit. En ce qui concerne les moyens de prévention génériques, on est finalement ici, je vous propose ce classement avec quelques commentaires. On est finalement plutôt dans l'application des principes généraux de prévention qui valent pour tous les risques. Le premier réflexe en matière de lutte contre lutte contre le bruit et prévention des surdités professionnelles, eh bien, c'est d'essayer de tout faire pour réduire le bruit à la source, si possible en changeant l'équipement, en agissant en tout cas au plus près
de l'émission du bruit. Vous avez donc ici un schéma qui part de ce premier point. Côté gauche, dans le petit encoffrement ici, vous avez une machine, et on essaye, en tout cas, on va avoir 2 ou 3 exemples après, de jouer sur le bruit à la source, sur l'équipement et la façon dont le bruit est émis. Deuxième réflexe en matière de prévention, quand on n'a pas pu aller suffisamment loin, forcément en matière de réduction du bruit à la source, ce n'est pas toujours possible, on cherche à isoler la source de bruit ou à l'encoffrer. Donc c'est dans le petit schéma ici, côté gauche, c'est ce qui apparaît. Dans le troisième échelon, dans les moyens de prévention génériques à mettre en œuvre, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, s'intéresser à la propagation dans le local et, si nécessaire, à traiter acoustiquement le local, à l'insonoriser. On aura quelques illustrations tout à l'heure sur ce qui est possible de faire. Quatrième, également, moyen de prévention générique, même s'il a des limites avérées, mais il peut être intéressant dans quelques situations, des écrans acoustiques au milieu de la vue qui est ici en point 4. En point 5, je reviens un petit peu en arrière, on n'y pense peut-être pas suffisamment, mais dans certaines situations, c'est absolument indispensable sur des gros équipements qui vibrent notamment, et c'est tout faire pour essayer d'isoler cet équipement par rapport au sol en particulier. Un exemple ici tout de suite, on peut penser à des presses très lourdes. Voilà, il faut absolument, et c'est indispensable, d'isoler ces grandes presses là par rapport à l'environnement et par rapport au sol. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'isolement antivibratile. Je reviens côté droit en point 6, cabine insonorisée. Voilà, si on a un opérateur unique sur une ligne de production, ça peut être une solution de se dire, plutôt que d'essayer de jouer un peu partout sur le traitement du local, sur l'encofrement de toutes mes sources de bruit parce que c'est très diffus, j'isole mon opérateur. C'est pas idéal, mais j'isole mon opérateur dans une cabine. Et puis en dernier lieu, bien évidemment, les EPI, le recours aux protections individuelles qui, dans l'échelle des moyens de prévention, est bien sûr le dernier élément qui, malheureusement encore, est bien souvent indispensable en complément de tout ce que j'ai pu évoquer précédemment. Quelques diapos à suivre pour illustrer tout ce que j'ai pu dire, quelques exemples de réduction du bruit à la source et parfois à la conception, et notamment côté gauche. Vous avez un exemple ici d'équipement très simple, mais qu'on retrouve vraiment dans tout type d'industrie, de façon générique, que ce soit en mécanique, en plasturgie, dans le secteur de l'agroalimentaire également, malheureusement aussi un peu trop souvent encore dans le secteur des menuiseries, dans le bois. On sait bien qu'il faut éviter absolument de mettre en suspension des poussières de bois, mais ça continue à exister. Vous avez en haut une soufflette dite classique, voilà, qui est bruyante, qui peut amener à des bruits au poste de travail pour l'opérateur à 80, 85, 90 dBA pendant quelques secondes, en tout cas le temps d'utilisation. Et vous avez en dessous ici une photo d'une soufflette dite silencieuse, vraiment à la conception. Vous avez une petite vue ici de la buse, qu'on appelle le buse de la soufflette, voilà. Et à la conception, on gagne avec une même efficacité au soufflage, sinon on a un gain de 15 dBA pour les opérateurs concernés. Donc voilà, on n'est pas sur des achats, comment dire, très, très, très important en coût, mais en tout cas, c'est vraiment un choix technologique qui est important et qui paye. Côté droit ici, alors on est sur une réduction non pas tout à fait à la conception, on est sur une ligne de conditionnement de steak haché surgelé pour être très précis. Vous avez dans ces lignes de production, et ça c'est vraiment très classique dans le secteur agroalimentaire, voilà, du conditionnement de produits surgelés. Ici, vous voyez, vous avez une goulotte, c'est très fréquent. En inox, bien évidemment, c'est indispensable dans le secteur alimentaire. Et puis, voilà, toutes les quelques secondes, vous avez en série ces steaks hachés surgelés qui tombent, et ça fait beaucoup de bruit. Ça peut faire beaucoup de bruit pour les opérateurs qui sont autour. Et donc, l'idée, c'est d'essayer, là, pour le coup, d'observer un peu ce qui se passe et d'être un petit peu ingénieux pour amortir les chutes, avec une petite bavette, on ne la voit pas forcément ici, en face de l'arrivée des produits surgelés, et de jouer aussi sur l'entourage de cet équipement avec des tôles qui existent, des tôles sandwich qu'on appelle isosoniques, et là aussi qui réduisent considérablement les bruits de choc. On peut gagner au moins une bonne dizaine de décibels autour de cet équipement. Voilà, des exemples simples de réduction du bruit à la source. Sur la diapo suivante, je vous propose de basculer sur des exemples d'encoffrement.
Côté gauche, on est dans le secteur de la métallurgie, de la mécanique. Ça a été dit tout à l'heure, très bien dit, que c'était un des secteurs dans lesquels, et on le sait tous, le bruit est important, les niveaux de bruit restent importants et où les surdités sont encore reconnues. Encore malheureusement, malgré tous les progrès qui ont pu être faits. Là, un exemple de poinçonneuse de tôle. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui fait du bruit. On est à plus de 90 dB au poste de travail, parfois beaucoup plus quand on est sur des poinçonneuses de gros calibre. Eh bien, le fait d'encoffrer convenablement cette poinçonneuse, comme vous le voyez ici, hein, avec cet encoffrement de couleur bleue, eh bien, on a un gain là, en l'occurrence, sur cet exemple, de 12 dBA au pupitre de commande. On passe sous les 80 décibels au pupitre de commande, ce qui est quand même excessivement intéressant. Côté droit, un exemple aussi, alors on est presque dans le secteur de la construction, en amont, une presse à parpaing. On en trouve beaucoup, avec aujourd'hui des équipements qui sont particulièrement modernes et modernisés. Il n'empêche qu'ils font un bruit terrible, hein, ces presses, lorsqu'elles fonctionnent par vibration, amènent à un bruit de 110 dBA dans son environnement immédiat, donc c'est colossal, très lésionnel. Voilà, vous voyez ici un exemple d'encoffrement de presse à parpaing. Là, pour le coup, fait avec des parpaings, tant qu'à faire. C'est fait sur mesure et c'est tout à fait remarquable en résultat ici, puisqu'on gagne 25 dBA entre l'intérieur et l'extérieur de l'encoffrement et 45 dBA même au poste de commande qui est la cabine que vous devinez adossée, elle aussi en parpaing, adossée à l'encoffrement de la machine. Une petite attention qui, on le voit sur la vue en bas à droite, qui doit être apportée aussi aux fuites acoustiques à la sortie des palettes de parpaing qui sont fabriquées. Donc il y a un asservissement qui doit se faire pour que tout soit le plus efficace possible entre la machine quand elle se met à vibrer et puis la sortie de ces parpaings qui doit être fermée à ce moment-là. Donc ça marche très bien lorsque tout ça est asservi. Je bascule cette fois dans l'insonorisation des locaux, des exemples de traitement acoustique. Côté gauche, vous avez ici un exemple de traitement acoustique dans un garage ou une carrosserie, ça doit être une carrosserie, avec des panneaux acoustiques suspendus au plafond. Vous voyez, c'est tout à fait efficace, un peu esthétique et tout à fait efficace. Vous avez au milieu, en vue, en vue centrale, un exemple de ce qui peut se faire s'envisager dans le secteur de l'agroalimentaire, en l'occurrence ici dans une conserverie de sardines, avec là aussi ce qu'on appelle des baffles acoustiques suspendus. Ça marche très bien également. Et on peut avoir un gain en ambiance de 5 à 10 décibels, sans compter le confort, en tout cas la sensation que l'on peut avoir. Et vous avez en vue à droite ici un exemple de panneau dit thermoacoustique. Alors là, pour le coup, à utiliser à la conception des locaux, à prévoir la conception des locaux, particulièrement adapté à des ateliers, notamment des ateliers de mécanique. Et vous avez ici, donc ce sont des panneaux sandwich qui combinent des propriétés en thermique très très intéressantes et en acoustique, et notamment sur la façade du dessous, vous voyez que vous devinez en tout cas que vous avez une tôle perforée qui permet en tout cas parce qu'au-dessus vous avez une laine minérale, ça permet de piéger le son et d'insonoriser tout à fait correctement le local. Là aussi, ça existe depuis très longtemps et voilà, il faut en fait que les chefs d'entreprise qui construisent un atelier à l'échelle d'une vie, bien souvent d'une vie professionnelle, un chef d'entreprise, pardon, il va avoir un projet, un gros projet, voilà, et justement, eh bien, il faut qu'il soit bien informé de ce qui peut se faire en matière d'insonorisation des locaux, faire les bons choix et être bien épaulé dans les conseils. Ça fait partie des choses très très importantes en matière de lutte contre le bruit. D'autres exemples également ici, côté gauche, là on est encore dans l'agroalimentaire. Dans l'abattage de volailles, on retrouve là aussi, du fait de la mécanisation et des process automatiques, on retrouve des niveaux de bruit parfois et régulièrement supérieurs à 100 décibels. Là, l'idée, en tout cas, c'est d'arriver à isoler par des encoffrements, des tunnels, tout en respectant les règles d'hygiène. Donc, c'est bien à travailler avec les services vétérinaires. On peut arriver à isoler les machines les plus bruyantes, notamment là en l'occurrence, on la voit pas, mais une plumeuse automatique, des postes de travail qui sont en aval de cette plumaison automatique et qui concernent les opérateurs
qui sont attelés aux opérations, aux activités de découpe. Là aussi, on a pu, dans cette opération-là, gagner 20 décibels au poste aval de découpe, et c'est tout à fait remarquable et pas simple à mettre en place. Vous avez côté droit ici un exemple, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un exemple de cabine dédié à l'opérateur, un opérateur dans un environnement de fabrication qui est seul dans cet atelier, donc on l'isole dans une cabine, on gagne en l'occurrence cet exemple 15 décibels. Voilà quelques exemples que nous souhaitions partager avec vous. Je vous propose pas de long développement sur les équipements de protection individuelle. Je pense que voilà, ça ne nous a pas paru nécessaire. J'aurais pu donner quelques autres exemples aussi, on peut y revenir si vous le souhaitez. Un exemple, par exemple, dans le tertiaire, sur des postes, sur des centres d'appels téléphoniques, où on s'est aperçu aussi, quand ça s'est développé depuis il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait avoir des niveaux sonores pour les opérateurs excessivement importants, tout à fait lésionnels, et là aussi, il y a des actions qui ont été menées. Vous dire en tout cas ce qui fait aussi la façon dont s'organisent les actions au sein du réseau prévention de la branche accident du travail, au sein du réseau des CARSAT. Ces sujets de prévention du bruit sont portés par 9 structures expertes qui sont appelées des centres de mesure physique. Je pense que certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu l'occasion ou travaillent avec certaines personnes de ces centres de mesure physique, des ingénieurs conseils, des contrôleurs de sécurité. Ces centres sont majoritairement à couverture interrégionale, implantés dans 9 CARSAT différentes. Et historiquement, ces centres de mesure physique ont été mis en place il y a une bonne quarantaine d'années, justement pour aider à la prévention et à la lutte contre le bruit, à la prévention des surdités professionnelles, au moment où le tableau MP42 était le premier tableau de maladies professionnelles en nombre de MP reconnus et indemnisés. Voilà, donc ça a justifié largement à l'époque la création de ces centres qui aujourd'hui ont largement diversifié leurs activités. Dont leurs activités portent aussi sur la prévention des vibrations, sur tout ce qui relève de l'éclairage, le rayonnement de toutes sortes, ionisant, non ionisant, les sujets d'ambiance thermique également, et puis un point excessivement important, il s'intéresse aussi à toutes les problématiques de captage de polluants, ventilation, et les liens étroits, comme c'est écrit ici, sont historiques et établis avec l'INRS. Voilà en quelques mots et quelques vues ce qu'on pouvait évoquer avec vous en matière de prévention des surdités professionnelles. Merci à vous. Merci Thierry pour ce panorama des solutions clés en la matière. Donc il y a pas mal de questions sur le sujet, donc on va y revenir dans le temps dédié. Juste avant, vous dire un petit mot sur nos canaux d'information et de contact. Alors bien sûr, on a un site référence, c'est amélie.fr/entreprise. Donc c'est le pendant d'Amélie pour les assurés, mais dédié vraiment aux entreprises et à la santé au travail. Donc vous retrouvez des articles de fond et puis toutes nos actualités. Nos réseaux sociaux, donc on est présent, l'assurance maladie risque professionnel sur X et particulièrement sur LinkedIn, une page LinkedIn donc on vous invite à suivre. Vous retrouvez toutes nos actualités, que ce soit sur les aides financières, sur nos prochains événements à venir, puisqu'il y aura d'autres thématiques traitées spécifiquement pour les services de prévention et de santé au travail et toutes les personnes intéressées par cet angle-là de la procédure de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc n'hésitez pas à liker la page. Et bien sûr, le site de l'INRS, pour des ressources scientifiques sur tous les risques, notamment un très bon dossier sur le risque bruit que vous retrouvez sur le site de l'INRS. Donc, mais bon, ça, je pense que vous le connaissiez déjà, mais c'est une ressource très importante en la matière. Donc, on va pouvoir passer à la réponse à vos questions. Donc, on va répondre autant que faire se peut dans le timing qui nous est donné. Si toutefois, on n'a pas pu répondre à votre question, ce que je vous invite à faire, c'est de répondre au questionnaire de satisfaction
qu'on va vous partager dans le chat. On va vous partager un lien. Il y a une partie à la fin qui est une question ouverte. Donc, vous pouvez nous la poser et nous laisser votre adresse mail. On reviendra vers vous de manière individuelle avec les éléments de réponse. Donc là, je vais passer la parole à Luc Goupil qui va nous reprendre oralement les questions les plus prégnantes. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions côté prévention, mais sûrement aussi des questions sur ta partie, Luc. Oui, oui, oui. Donc Mélanie a répondu directement à certaines d'entre elles. Nous avons une question sur la gestion des assurés salariés MSA. Il existe un tableau, là on parlait du tableau 42 pour le régime général, mais le tableau 46 existe du côté du régime agricole et on peut dire que ce sont les mêmes conditions médicales de durée de prise en charge ou de délai de prise en charge, de durée d'exposition, pardon, et de délai de prise en charge. Et bien évidemment, la liste limitative des travaux prévus est un petit peu différente pour le régime agricole, mais ce tableau existe bien. Nous avions une question aussi sur en termes de population générale, le déficit de 35 décibels. Ce que je peux vous dire, c'est effectivement que on a, et ça c'est physiologique, au cours des années, on développe finalement une baisse de notre acuité auditive dans le cadre de la presbyacousie. Donc, on a chaque année une petite perte de notre acuité auditive qui concourt effectivement aux résultats que je vous présentais en début de diaporama. Bien évidemment, avec la population, plus elle est âgée, plus elle est sujette à une baisse d'acuité auditive. Nous avions une question très pertinente sur la situation de la toxicité chimique qui pourrait entraîner une surdité chez certains salariés exposés à des produits chimiques avec une instruction qui serait différente de celle prévue au tableau parce que vous avez bien évidemment dans l'intitulé du tableau la notion de bruit lésionnel et là on se situe dans un contexte différent d'exposition aux risques chimiques qui pourrait valoir une instruction en reconnaissance maladie professionnelle dans le cadre, j'allais dire, du hors tableau. Et pour ce faire, il faudrait que la personne, le salarié, ait malheureusement pour elle, je veux dire, un déficit auditif suffisant pour atteindre un seuil d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25%. Ça, c'est prévu par les textes. Et lorsque ce niveau d'incapacité est atteint, le C2RMP va pouvoir instruire le dossier au titre du hors tableau et là pour effectivement une exposition au risque chimique. Et le comité d'experts, composé là de trois médecins, devra statuer sur un lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle et la pathologie présentée par la personne. J'espère avoir pu apporter quelques éléments de réponse. Je me garderai bien de répondre à la question qui concerne plutôt les services de santé et prévention au travail sur les audiométries réalisées lors des visites médicales. Moi, il me semble que c'est quelque chose qui est fait régulièrement, mais voilà, c'est moins le domaine de l'assurance maladie. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'évoquais, ce suivi peut parfois être utile au dossier du patient lorsqu'il est étudié dans le cadre de sa reconnaissance en maladie professionnelle. Je pense que Mélanie a répondu aux autres questions directement dans le chat, en tout cas en ce qui concerne la réparation et la reconnaissance en maladie professionnelle. Du coup, Thierry, je vais peut-être te laisser la parole. Oui, tout à fait. Merci, Luc. Je reprends quelques-unes des questions que Mélanie a pu me faire suivre également. Dans quels moyens de prévention dans la petite enfance? C'est vrai qu'il n'y a pas forcément une panoplie importante de solutions de prévention. Je pense qu'un élément
évident et à retenir, me semble-t-il, concerne l'aménagement des locaux et en particulier l'insonorisation des locaux. Alors l'aménagement et puis idéalement le fait d'avoir voilà, suffisamment d'espace, c'est évident, mais je pense que le point qui me semble le plus important, c'est voilà, c'est l'insonorisation des locaux, une insonorisation adaptée. Et on a vu quelques exemples ici et il y a vraiment beaucoup de possibilités d'y arriver. Des exemples de prévention dans le BTP, très bonne question. Je n'y étais pas allé tout à l'heure, parce que c'est vrai aussi il reste certainement beaucoup de choses à faire dans ce secteur, qui est contraint toujours de recourir aux EPI, ça c'est évident. Après, il y a de façon avérée des choix d'équipement, des outils portatifs, des choix d'équipement à bien regarder, et bien regarder notamment lorsqu'on procède à l'achat, quelle est quel est sur la notice de la machine, quel est le niveau sonore déclaré. Et il y a des différences très importantes. Donc ça, c'est quelque chose que le chef d'entreprise peut tout à fait regarder. Il y a des choix technologiques aussi, pour prendre un autre exemple, concernant comment dire, l'utilisation du béton banché. Là aussi, il y a des choix technologiques différenciés et qui peuvent là aussi jouer énormément sur les niveaux sonores. Un autre exemple aussi qui me vient en tête sur les chantiers dits de rénovation, pour ne pas dire démolition, là aussi avec souvent des niveaux sonores qui sont très élevés. Il y a aujourd'hui, pour une partie de ces activités, une utilisation possible de robots. Et donc l'opérateur se trouve à distance. Voilà, c'est possible. Je vois une question complémentaire. Prévention dans les centres d'appel téléphoniques. Peut-être à redire, les centres d'appel téléphoniques effectivement ne font pas partie de la liste du tableau, de la liste limitative du tableau MP42. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces centres d'appel téléphonique en prévention? Je l'ai évoqué tout à l'heure effectivement rapidement. Là aussi, jouer sur plusieurs choses et c'est important, c'est intéressant, je pense, de se le redire. Un, c'est jouer sur l'aménagement global du plateau téléphonique. Là aussi, l'insonoriser, isoler le plus possible les postes de travail entre eux avec des jeux de cloison, de cloison. Un point très important dans ce concept d'aménagement, faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas trop de personnes, qu'on ne sature pas, en tout cas, si vous me passez-moi l'expression, enfin, en tout cas que le taux d'occupation, plutôt dit autrement, du plateau téléphonique en nombre de personnes soit important. Là aussi, j'ai plus les sujets en tête, mais il y a des conseils posés depuis plusieurs années déjà et des publications INRS à ce sujet. Et une fois que ceci est établi, là ensuite, il faut bien, là aussi, choisir les bons équipements, les bons casques et faire en sorte qu'au bout du bout, eh bien, les personnes, les opérateurs poussent à fond le niveau sonore, en tout cas du casque, pour compenser éventuellement tout ce que j'ai évoqué précédemment et qui est en défaut, c'est-à-dire trop de personnes, un local mal sonorisé. Voilà, donc c'est un tout. Et quand tout ceci est, est mis en œuvre, très honnêtement, on règle les problèmes. Mais on s'est retrouvé, on a pu mesurer au tout début, je me répète, de la mise en place de centres d'appel téléphonique parfois immenses. On s'est aperçu qu'il y avait des situations qui étaient vraiment à fort risque de surdité professionnelle. Quelques exemples. Il y a aussi une double demande qui concerne les aides possibles, j'imagine les aides de la branche accident du travail, pour isoler les locaux, pour agir à la réduction du bruit en entreprise. Oui, c'est déjà possible et ça se fait à travers ce qu'on appelle des contrats de prévention. C'est quelque chose, un système d'aide qui existe depuis 30 ans environ. Et ça, bon an, mal an, en tout cas, il y a pas mal d'entreprises qui sont accompagnées sur le sujet. Et notamment lorsqu'il s'agit de projets de construction neuve, c'est d'autant plus facile d'agir à la conception. Donc, contrat de prévention, oui, c'est possible. Nous envisageons pour 2025 également une subvention, quelque chose de plus automatique. On y travaille. Une subvention qui portera sur l'aide à la conception, encore une fois, des lieux de travail, avec un aspect bruit que nous envisageons dans cette subvention. Donc, rendez-vous en 2025, surveillez ceci, et c'est quelque chose qui devrait apparaître là aussi dans nos offres. Mais
ce qui est le plus avéré aujourd'hui, ce sont les contrats de prévention. Alors, il n'y en a pas des milliers signés chaque année entre les entreprises et les caisses régionales, environ 1000, mais en tout cas, ce sujet de la prévention des surdités, la lutte contre le bruit est pris à bras-le-corps dans le cadre de ces contrats. Je pense avoir fait le tour des quelques questions et je vous en remercie. Je me permets de ouvrir Merci mon Thierry. micro. Vas-y, oui, Luc. Il y a une question très, très intéressante. Pourquoi les reconnaissances en maladie professionnelle pour surdité sont-elles en diminution? C'est une question effectivement très, très intéressante parce que, en fait, on a une problématique de sous-déclaration des maladies professionnelles pour laquelle on est tous, comment dire, impliqués. C'est-à-dire que les assurés parfois ne connaissent pas, comment dire, la législation, la possibilité qu'ils ont de se faire reconnaître en maladie professionnelle. Parfois, comment dire, l'instruction du dossier leur semble tellement longue et fastidieuse qu'ils vont renoncer à faire une demande de reconnaissance maladie professionnelle. Donc, je pense qu'on a tous un rôle à jouer auprès des salariés, auprès des assurés, pour, comment dire, leur rappeler et puis les inciter à faire une demande de reconnaissance maladie professionnelle lorsqu'ils sont exposés professionnellement au risque et qui développent ce type de pathologie. Donc, je pense que c'est un peu l'objet, effectivement, de ce genre de webinaire. C'est effectivement améliorer notre connaissance pour accompagner nos publics à la demande de reconnaissance. Voilà. Donc, cette question était très, très, très intéressante. Et une petite question sur les audiométries réalisées dans les services de prévention et santé au travail. Sont-elles recevables dans le cadre de l'instruction du tableau? La problématique, c'est qu'il nous faut effectivement une audiométrie tonale et vocale, qu'il nous faut la courbe osseuse, qu'il nous faut la courbe aérienne, qu'il nous faut une cabine insonorisée, calibrée, hein, comme on le précisait au tout début de cet exposé. Donc voilà pourquoi la plupart du temps, les audiométries de médecine du travail ne sont pas recevables pour instruire le dossier. Merci Luc. Il est midi moins 5. Il nous reste quelques petites minutes pour des questions complémentaires. À défaut, je vous rappelle quand vous retrouverez le replay de l'événement sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Alors pour précision, ça sera dans la playlist services de prévention et de santé au travail. Il y a une playlist dédiée. Vous retrouvez d'ailleurs le replay de notre précédent événement sur la reconnaissance des cancers de la prostate en maladie professionnelle. Donc d'ici quelques jours, voilà, vous retrouverez le contenu et on vous mettra dans le descriptif un lien vers le support PowerPoint qui a été diffusé. Donc vous retrouverez tous les éléments nécessaires. Si toutefois on n'a pas pu traiter une de vos questions, je vous invite encore une fois à répondre au questionnaire et à nous la poser et laisser votre adresse mail. On compte sur vous voilà, pour ce retour d'expérience et avoir vos retours, c'est important pour nous améliorer, puisque donc, il y aura une suite. Alors, est-ce qu'on fait un petit teasing, Luc, sur le prochain événement qui devrait être plutôt sur le premier trimestre 2025? Oui, on peut se permettre. Hein. Donc, je te laisse, Vincent, annoncer la donc, le prochain thématique. thème qui sera abordé, c'est un thème qui, je pense, sera assez intéressant pour beaucoup de monde. C'est le thème des atteintes psychiques liées au travail, donc plutôt sur le premier trimestre 2025. Donc on vous invite à suivre justement notre page LinkedIn. Et puis bon, pour ceux qui ont des relations partenariales avec les caisses régionales, vous aurez l'information de toute façon au niveau régional. Donc suivez-nous et puis écoutez, on vous remercie pour votre participation active. Je remercie l'ensemble des intervenants également. Et puis on vous dit à très bientôt pour traiter ensemble de nouveaux sujets. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.